Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors, à noter que cette émission est exceptionnellement tournée le mardi 22 juin pour des raisons de disponibilité. Il est donc normal de ne pas retrouver les dernières actus du moment dans ce Immédiat. Et bien sûr, la semaine prochaine, on pourra y revenir. Au sommaire, aujourd'hui, nous reviendrons d'abord sur l'image de Jordan Bardella, émargeant lors des élections régionales face à une femme voilée. Nous analyserons ensuite en longueur l'événement politique de ces derniers jours, ces fameuses élections régionales où l'abstention a culminé et où le RN a déçu. Comme chaque semaine, nous reviendrons ensuite sur l'actualité médiatique dans notre revue de presse. Et enfin, nous nous pencherons sur la grève des journalistes d'Europe 1 en marge d'un rapprochement avec CNews. Immédiat numéro 354, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et Jean-Yves, cette image, c'est celle de Jordan Bardella qui va voter. On va regarder la vidéo tout de suite. Oui, Jordan Bardella qui est arrivé il y a maintenant à peine 2 minutes dans cette école Paul Angevin de la commune de Saint-Denis pour voter. Il vient de sortir de l'isoloir, il vient de déposer son bulletin dans l'urne pour les élections départementales. Vous le savez, il y a 2 élections aujourd'hui. Là, il va se diriger tout doucement vers l'autre côté du bureau pour voter pour les élections régionales 2021. Ces images sont doublement intéressantes. Qu'est-ce que fait Jordan Bardella ? Il n'est pas en situation de contrôle de la régularité de l'élection, il est filmé, il est un peu en représentation, il a eu un rendez-vous avec une télévision qui le filme en train de voter, ce qui est classique. Et évidemment, il tombe dans le piège de la provocation, puisqu'on a placé, évidemment, c'est pas un hasard, une femme voilée devant le carnet d'émargement. Et il doit donc se plier dans un geste qui s'apparente à un geste de soumission pour signer la feuille d'émargement. Et en faisant cela, il valide, lui qui est censé appartenir à un parti qui combat l'excès d'immigration et l'islamisation, il valide l'islamisation. Mais il n'avait pas tant le choix que ça non plus. Alors, je pense qu'il avait le choix. Je pense qu'il y a des règles électorales qu'un candidat doit faire respecter. Et en l'occurrence, il y a une obligation. L'assesseur, qui a été désigné par un parti, remplit une mission de service public et est tenu à une neutralité. On est tenu à une neutralité politique dans un bureau de vote. On n'a pas le droit, par exemple, de porter l'insigne d'un parti, par exemple. Ouais. Or, ça, il est évident que le voile islamique, c'est un double signal. C'est un signal d'appartenance religieuse, mais aussi c'est une expression politique d'un islam conquérant. Alors, que pouvait-il faire ? Évidemment, il était devant les caméras, oui, voilà. Il aurait été malheureux qu'il soit en colère. Oui, il ne fallait pas s'énerver, quoi. Il ne fallait pas s'énerver, mais il avait beaucoup de possibilités. Il pouvait demander au président, faire une observation au président du bureau de vote, faire une observation au président de la commission de contrôle, appeler le préfet. Il est parlementaire, il est conseiller régional, il est tête de liste. Le préfet le prend au téléphone et demander
à ce qu'on applique différemment, qu'on fasse respecter tout simplement. Je croyais que c'était un des points du programme du Front National, d'ailleurs, la laïcité. Il avait toutes ces possibilités. Il avait enfin une dernière possibilité, tout ça sans se fâcher. Je vous accorde que ce n'était pas forcément facile. Mais c'est un garçon calme. Oui, c'était pas facile à faire. C'est un garçon calme. Tout ça sans se fâcher, et il pouvait refuser de signer l'émargement. Il pouvait peut-être pas faire partir. C'était quand même compliqué. Non, pas du tout. Eh bien, à ce moment-là, lui faisait l'observation sur le cahier. Il y a un cahier, un procès-verbal, un cahier. Il est normal de faire des observations quand il y a des anomalies électorales. Il faisait l'observation sur le cahier. Et après, le président du bureau de vote aurait fait l'observation que l'électeur Bardella n'avait pas signé la feuille d'émargement. Okay. Voilà, il y avait beaucoup de possibilités. Okay, ça s'appelle faire de la politique et pas uniquement de la communication. Alors, j'ajoute un dernier point. Je sais, j'ai eu un débat récemment sur Putsch Média avec quelqu'un qui disait « mais c'est pas bien grave » et puis j'ai vu des arguments cette femme, finalement, c'est un modèle de citoyenneté civique, etc. Je crois que c'est une erreur profonde. Si aujourd'hui, il y a des femmes voilées comme assesseurs dans les bureaux de vote, dans ces bureaux de vote, si rien ne change, dans 10 ans, une femme non voilée ne pourra pas voter parce qu'il y aura la police islamique, de fait, comme elle existe déjà dans les quartiers, peut-être pas directement dans le bureau de vote, mais à l'extérieur du bureau de vote. Et je crois que, en tout cas, je pense que s'il y a des gens qui votent pour le Front National, c'est précisément pour éviter le développement de l'islamisation. D'ailleurs, je dois dire que Jordan Bardella est venu un petit peu sur les positions que je viens d'exprimer, puisqu'il a évoqué effectivement la saisine de la commission de contrôle, la saisine du préfet. Donc il a compris tout de même la portée du symbole. Évidemment, il va y avoir un match retour pour le deuxième tour. On verra ce que ça va donner. Voilà. Mais en tout cas, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, la photo est terrible, notamment, et c'est un peu naturel, on l'a tous fait, quand on émarge, on se penche. Et donc, symboliquement, c'est un geste de soumission. Et ça, c'est pas acceptable. Bon, avant le deuxième tour, il y a le premier tour, Jean-Yves. Donc on va s'intéresser à ces élections régionales avec une abstention record et un RN à la peine. C'était évidemment l'événement politique et médiatique de ces derniers jours, le résultat du premier tour des élections régionales et départementales, avec, Jean-Yves, des surprises et une première leçon, l'abstention record, avec Libération qui titre par exemple « Élections, les Français décrochent » ou encore le Figaro Vox avec Alexis Brézet, directeur des rédactions, qui parle d'une sécession démocratique. Donc Jean-Yves, les mots sont forts. Oui, alors les mots sont forts, il y a une abstention forte, comme il y avait d'ailleurs une abstention forte aux élections municipales l'an dernier. Objectivement, la première raison, c'est que les Français ont été anesthésiés pendant 15 mois par la dictature sanitaire et le Covid, que l'élection ne portait en rien sur le sujet Covid, que d'ailleurs les principaux partis d'opposition, que ce soit LR ou le Rassemblement National, ne s'étaient pas opposés au gouvernement sur ce sujet-là. Donc, bon, on peut comprendre un certain désintérêt. On a en plus des collectivités, on a un système, on a des bicantons, ça ne correspond pas à grand-chose. On a des régions qui sont des méga-régions. Il y en a une qui finit à Strasbourg, qui commence aux portes de Paris, ou quasiment. Bon, donc tout ça, et les gens, au gros, ignorent un petit peu les compétences des régions et des départements qui sont demeurant limités. Je prends un exemple. Un Länder allemand, il s'occupe de l'éducation. Il s'occupe de l'éducation, il recrute les profs, il fixe les programmes, il s'occupe des bâtiments. Une région française ou un département français, ça s'occupe des bâtiments, accessoirement des cantines. Mais le fond, ils ne sont pas concernés. Ouais. Donc, les enjeux sont un peu limités. Alors, Jean-Yves, voilà. On a quand même une abstention qui intrigue. Alors, on a une abstention qui est quand même extrêmement forte, notamment par rapport à l'élection comparable précédente. On est passé de 50% d'abstention en 2016 à 67% cette fois-ci. C'est évidemment pour des élections qui sont quand même tout à fait comparables. Voilà. Donc alors, effectivement, ça, c'est important à souligner. Et un signe, alors les propos datent de 2017, mais pour Alain Duhamel, qu'on connaît bien, Jean-Yves évidemment à Immédiat, pour lui l'abstention signifie l'inadaptation des Français à la vie politique.
Oui, alors ça, c'est extraordinaire. Moi, je serais tenté de dire que c'est l'inadaptation de la vie politique aux préoccupations des Français. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a toute Mais Duhamel se place du point de vue de l'oligarchie. Duhamel... Alain, pas Olivier, soyons quand même sympathiques avec lui. Voilà. Mais parce qu'au-delà, effectivement, de tout ce que vous avez dit sur les côtés techniques de l'élection, il y a aussi un désamour des Français quant au débat politique. Et d'ailleurs, on va le voir avec cette séquence de Laurent Delahousse. Vous allez le voir, on était sur France 2. On va faire un point, s'il vous plaît. On va faire un point. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé un débat politique. Je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus. Autre point. Bon, alors il est très cash, hein, mais il a raison d'un certain point de vue. C'est aux hommes politiques de s'adapter aux attentes des Français. Ouais. Mais encore une fois, il y a une volonté de fait de ne pas traiter les sujets. Typiquement sur l'éducation, on va traiter de la couleur des murs, de la peinture des murs. C'est vachement important la peinture des murs, mais ce qu'on met dans les têtes, c'est peut-être plus important. Voilà. Et ça, c'est pas le sujet. En tout cas, Jean-Yves, les élites au pouvoir. Nos gouvernants ont déjà des idées pour lutter contre l'abstention, avec par exemple Stanislas Guerini qui souhaite la mise en place du vote par Internet pour lutter contre l'abstention. Oui, alors, c'est une mesure parfaitement inefficace parce qu'il y a déjà des votes Internet, notamment pour beaucoup d'associations ou même des ordres importants. L'ordre des avocats, c'est important. Les avocats sont des gens sérieux qui pèsent dans la société. Ils ont un vote par Internet. Quel est le pourcentage d'abstention ? Je sais pas. 70%. Ah, c'est la même Donc, chose. si vous voulez, les gens votent. En fait, les gens votent quand ils sont intéressés à voter. Ouais. Et ils ne votent pas quand ils ne sont pas intéressés à voter, quelle que soit la technique. Alors, on comprend bien que M. Guerini, M. Castaner parlent du vote par Internet ou du vote par correspondance, puisqu'ils ont vu qu'aux États-Unis, ça permet quand même de rapprocher les résultats de ce qu'on peut souhaiter. Il est évident que le vote pour Internet, il pose un problème de confiance. Ah oui. Et même s'il était totalement sûr, ce qui est jamais possible, les gens n'auraient pas confiance. Ouais. Et la confiance, c'est essentiel. Voilà, fermez le banc. Alors, on va passer à l'analyse des résultats, Jean-Yves, avec tout simplement ce qu'on pourrait appeler un désastre pour la France insoumise. Libération qui parle du PCF et de LFI au second plan en parlant des insoumis qui peinent à exister. Donc, c'est sévère. Mais juste. Oui, alors je pense qu'ils sont victimes, eux aussi, de l'abstention, notamment parce qu'ils ont beaucoup de votes immigrés. Et honnêtement, les quartiers immigrés, les régionales et les départementales, ça ne les intéresse pas. Ouais. Peut-être qu'ils se mobiliseraient dans un deuxième tour. Si dans un deuxième tour présidentiel, il y a Marine Le Pen ou il y a Éric Zemmour, là, peut-être que ça les exciterait. Ouais. Voire Wauquiez, que sais-je. Mais les régionales, départementales, c'est pas leur sujet, quoi. Et Jean-Yves, on note quand même que le traitement médiatique de ce désastre pour la France insoumise est quand même un peu plus léger que certaines autres déconvenues, on va dire. Oui, c'est-à-dire tout le monde a le droit à des déconvenues. Le Rassemblement national, quand il a une déconvenue, ça tape davantage. Voilà, on y reviendra, mais c'est les risques du sport. C'est un peu ça l'idée. Et Jean-Yves, on voit aussi que les médias ont bien noté le fait que les Républicains sortaient un peu vainqueurs de ces élections. On a France Info qui parle des Républicains devant, la droite en tête du premier tour pour Le Monde, Le Figaro qui titre « La droite dessert la tenaille Macron-Le Pen » et on a même Le Monde qui parle d'un triomphe et qui parle d'une présidentielle relancée en 2022 finalement. LR se replace, alors, selon Le Monde. Tout à fait excessif de dire ça, puisque c'est difficile de tirer des conclusions pour une élection où il y a 75 à 80% de votants, comme une élection présidentielle, peut-être 70 s'il y en a un peu moins l'année prochaine, et une élection où il y a 33% de votants. Bon. Le succès de LR est incontestable, il s'explique d'ailleurs très bien par le différentiel d'abstention. LR est très implanté localement, et les clients des maires, des adjoints des maires, les associations clientes, ils se mobilisent davantage. Et les personnes plus âgées aussi se mobilisent Les personnes plus âgées, LR a un électorat âgé. Ouais. Or, 40% des électeurs, compte tenu du différentiel d'abstention, avaient plus de 65 ans. Donc ça a aidé LR. Et LR a aussi un électorat plus aisé. Et l'électorat plus aisé se mobilise davantage quand il y a de l'abstention que l'électorat populaire. Donc, au fond, c'est le différentiel d'abstention qui explique assez largement
ces résultats. Alors on va s'intéresser au traitement médiatique des résultats de La République En Marche, Jean-Yves, avec BFM qui titre « La majorité présidentielle distanciée ». C'est gentil. Ouais, c'est très gentil, clairement. Le Monde qui est plus honnête, qui parle d'une débâcle. Donc oui. on considère que c'est plus une débâcle quand même. C'est quand même plus... Alors, bon, il y a eu un traitement plutôt minimaliste sur La République En Marche, mais La République En Marche, elle a subi de plein fouet l'absence d'enracinement territorial, l'absence de clients territoriaux. Par contre, c'est vrai qu'ils ont aussi un électorat quand même moins âgé que celui de LR. Et donc, le seul domaine où ils étaient à l'aise par rapport à l'abstention, c'est le niveau de revenu, on va dire. Mais il y avait quand même 2 éléments sur 3 qui jouaient contre eux. Enfin, on voit quand même une énorme claque pour la liste dans le Nord, avec des ministres qui ne passent pas le premier tour. C'est extraordinaire. Alors ça, oui. Enfin, ça mériterait plus de traitement médiatique que ça en a eu. 5 ministres, 5 ministres, dont le ministre de la Justice, dont le ministre de l'Intérieur, et quelques autres ministres dont j'ai oublié les fonctions et le nom, mais peu importe. Donc c'est quand même extraordinaire. Mais les médias ont préféré se focaliser sur une déception pour le Rassemblement national. On a par exemple Le Monde qui parle d'une contre-performance et qui emploie, Jean-Yves, des termes qu'on n'a pas retrouvés ailleurs. Non, la douche glacée, la défaite est amère, le désaveu, c'est des termes assez durs, hein. Et qu'on n'a pas retrouvé dans d'autres articles. On n'a pas retrouvé dans d'autres articles, mais bon, je serais tenté de dire Marine Le Pen aura beau faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle tente pour aboutir à la dédiabolisation. La pasteurisation démobilise peut-être les électeurs, mais ne démobilise pas l'hostilité des médias. Voilà. C'est une leçon à tirer, voilà. Et donc on a France Info qui parle d'un premier tour très décevant, etc. Et Jean-Yves, on a donc eu un résultat du Rassemblement national qui est décevant selon les médias. Oui, ça c'est objectif si vous voulez. Vous avez des régions où il diminue le nombre de ces suffrages exprimés de moitié. Il passe de 25 à 12. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Pays de Loire, vous avez des régions où on passe de 40 à 24, comme la grande région des Hauts-de-France. Ce qui tient le mieux, quand même, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Mariani et son directeur de campagne, Vardon, qui passe de 40, qui était un score élevé. D'ailleurs, à l'époque, c'était Marion Maréchal qui donnait la maison. Il récupère 36%. C'est un recul, mais c'est un recul beaucoup plus modeste qu'ailleurs. Mais ailleurs, c'est vrai que c'est quand même un recul très fort. Alors, il y a eu de nombreuses déclarations, Jean-Yves. Le recul est moins fort aussi avec Nicolas Bay en Normandie. Ok, c'est noté. Voilà. Donc Jean-Yves, il y a eu de nombreuses déclarations d'Éric Zemmour sur cette question du Rassemblement national. Il a d'abord évoqué l'attitude des dirigeants du Rassemblement national quant à l'abstention. On l'écoute. On a vu, j'ai trouvé ça assez choquant. Ils étaient en colère, bien sûr, ils étaient abattus. On a entendu des responsables du Rassemblement national, Marine Le Pen en tête, Bardella, Julien Audoul, invectiver leurs électeurs. En disant oui, il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils aillent voter. C'était assez sidérant. On avait l'impression, vous savez, de rentiers qui réclament leur coupon. On avait l'impression vraiment de rentiers qui réclament leurs dividendes, comme si c'était un dû. On peut considérer que la responsabilité n'est pas celle des électeurs qui ne viennent pas, mais celle des politiques qui ne leur donnent pas de raison de venir. Alors là, il envoie la purée. Hein. Mais je pense qu'il y a une phrase très juste qu'il emploie, que j'ai d'ailleurs un petit peu employée sur d'autres sujets dans cette émission un peu avant. C'est aux politiques de donner des raisons de se déplacer aux électeurs. Si on tient un discours pasteurisé, les gens restent chez vous, restent chez eux. Et justement... voilà, je vais vous dire, quand vous voyez le numéro 2 du Rassemblement national qui signe sans rien dire devant la musulmane islamiste voilée,
Ça ne motive pas pour le deuxième tour. Alors, Jean-Yves... Même il s'est repris, alors je retiens. Oui, et puis Éric Zemmour a également parlé de ce que vous appelez la pasteurisation. Lui, il appelle plutôt la normalisation. Ou l'aseptisation. Ou l'aseptisation. En tout cas, on va l'écouter sur le discours de Marine Le Pen. Sur l'immigration, elle a depuis quelques semaines, quelques jours même, tenu un discours que n'aurait pas renié Emmanuel Macron, vouant aux gémonies ceux qui critiquaient l'islam, ceux qui disaient que l'islam n'était pas compatible avec la République, ceux qui parlaient de grands remplacements. Tous ces gens, elle les ostratisait et elle disait qu'ils étaient à l'extrême droite et qu'elle ne voulait pas être associée à cela. Donc, si vous voulez, les électeurs lui ont répondu. Quand on est dans un contexte de forte abstention, ce qui était le cas de ces élections, et de forte abstention différentielle pour le Rassemblement national, pour des raisons sociologiques, démographiques et de clientèle. Quand on est dans une situation de forte abstention, on tient un discours mobilisateur, on tient un discours un peu dur. À la limite, on fait un incident, parce qu'on réveille les lecteurs. Là, Marine Le Pen était déjà dans un discours de deuxième tour présidentiel. Mais avant le deuxième tour présidentiel, il y a le premier tour de la présidentielle. Et avant le premier tour de la présidentielle, il y avait ces élections-là. Et donc, il fallait tenir un discours qui amène les électeurs à se bouger. Ouais. C'est pas la peine de les engueuler après, effectivement, un peu tard. Alors justement, sur ces élections présidentielles, eh bien, Éric Zemmour a livré son avis sur l'une des implications de ces résultats des régionales. Malgré les efforts des médias, des sondeurs, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, le second tour Macron-Le Pen n'est plus inéluctable. C'est la grande leçon qu'ont donnée les électeurs hier soir. Alors là, il a tout à fait raison. C'est assez rare que le scénario final soit connu un an avant. Ouais. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Ça n'a pas été le cas en 2002, ça n'a pas été le cas en 2017. Voilà. Bon, on sent bien qu'Éric Zemmour, quand il dit ça, il doit avoir une petite pensée derrière la tête. Ah bah peut-être qu'il a une petite pensée derrière la tête, oui, c'est possible. Ça sent quand même fortement. C'est possible. Oui. Bon, Jean-Yves, on a fait le tour de ces élections, mais il faut quand même s'intéresser à des petites manipulations médiatiques, hein, il y en a quand même eu. On va commencer avec cette carte du monde, hein, une belle infographie, bien réalisée, sauf que Jean-Yves, on voit qu'il y a un problème avec les couleurs. Ah oui, les couleurs, là, le Rassemblement national a le marron. Ouais. Voilà. Alors que dans Libération, qu'on a commenté la semaine dernière, où ils expliquaient qu'il y avait beaucoup d'invités de droite et d'extrême droite sur CNews, ils avaient mis quand même le bleu foncé, le bleu clair et le bleu très clair pour distinguer. Là, il faut dans le marron, c'est plus lourd, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est le monde qui est plus à gauche que Libération sur cette carte, a priori. Quoi. Oui, plus dans la manipulation. Et puis on a également ce tweet de Dominique de Montvalon. 2 leçons pour ces régionales sur fond d'abstention historique. Premièrement, une raclée pour le RN. Deuxièmement, une raclée pour Mélenchon. Oui, il oublie tout simplement la LRM. Bon, bah voilà, c'est un oubli certainement. Bah, c'est une énorme raclée pour la République En Marche qui est oubliée. Ça fait quand même bizarre, hein, mais bon, c'est une analyse journalistique, hein, donc bon, il peut y avoir quelques oublis. Et puis surtout, Jean-Yves, cette grosse manipulation médiatique autour du vote en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec pendant très longtemps un match qui était annoncé serré, à la fois au moment des résultats, des premiers résultats estimés, où on parlait de candidats au coude à coude, avec même Muselier devant Mariani, et puis même à la une de Nice matin ce lundi 21 juin, match serré avec 35% pour Mariani, 33% pour Muselier. Sauf qu'en réalité... C'est 31 et 36, alors c'est pas tout à fait pareil. C'est plus du tout la même chose. Il y a 2 points d'écart de chaque côté, mais il est évident que la presse régionale, Nice Matin, Var Matin, c'est pas négligeable. C'est 100 000 journaux diffusés sur la région. Donc voilà, c'est une manière d'intoxiquer les lecteurs. Mais vous savez qu'il y a eu des bagarres pour garder le contrôle politiquement correct de ces deux joyaux de la PQR. Oui, c'est vrai. Très juste qu'on a suivi dans l'immédiat, mais en tout cas, voilà, une manipulation médiatique parmi d'autres. Passons à la revue de presse.
Et pour entamer cette revue de presse, un sondage, Jean-Yves, un sondage de l'IFOP, le regard des Français sur les médias et l'information. Et je peux vous dire, Jean-Yves, que ce regard, il n'est pas tout à fait positif, hein, pour pas dire le contraire, puisque les 3 premiers mots qui viennent à l'esprit des Français quand on évoque les médias, ce sont, tenez-vous bien, la méfiance, la colère et le dégoût. Ouais, et la méfiance, 55%, le dégoût, 18%, la colère, 18%, le dégoût, 17%. C'est rude, hein. Ouais. Sévère, mais juste, peut-être, mais sévère. Ah ouais, c'est quand même extraordinaire, hein, sachant que le désintérêt et l'indifférence arrivent pas loin derrière. Et là, il y a un chiffre qui est aussi terrible, c'est que 76% des Français pensent que les médias disent tous la même chose et qu'il n'y a pas de diversité. Ouais. Moi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de Français qui pensent ça, honnêtement. Oui, c'est vrai, 76, c'est un peu faible. Oui. Mais si on n'a pas ces news, je peux vous dire qu'on est, à mon avis, ça mériterait d'être beaucoup plus haut, hein, en tout cas. Mais ouais, c'est un sondage, Jean-Yves, qui est quand même édifiant, hein, malgré tout. Hein. Très édifiant, oui. Les médias, les journalistes devraient comprendre que ça va mal se terminer pour eux. Oui, les journalistes du système, les journalistes de l'oligarchie, les journalistes des médias mainstream, ils devraient se poser des questions avant qu'il soit trop tard. C'est un conseil amical. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable, ils ne se remettent pas en question. Voilà. Ou ils se remettent faussement en question en disant bon, il faut peut-être qu'on réfléchisse à ce qu'on fait de mal, mais finalement, ils continuent. Enfin, bon, nous, à iMédia, on continue aussi notre boulot pour faire en sorte que ces chiffres de méfiance envers les médias soient encore plus hauts au prochain sondage. Ce sera le projet. Autre actualité, Jean-Yves, ces tweets glaçants. Glaçants, attention. Thomas Porte, la France Insoumise. Des identitaires ont ce soir agressé Alice Coffin, vous savez, cette ultra-féministe, voire même misandre, comme on dit, c'est-à-dire qui a du mal avec les hommes. Donc des identitaires ont ce soir agressé Alice Coffin à Rouen, soutien à Alice. La violence de l'extrême droite s'accélère et se banalise. Des passages à l'acte qui laissent craindre le pire. Réagissons. Tweet de Mélenchon dans la foulée. Ça fait peur. Tweet de Mélenchon dans la foulée. Alice Coffin agressée à Rouen, Jean-Yves, quand on lit ces tweets, on est effrayé. Effrayé, c'est terrible d'ailleurs. Ouais, une agression violente. Ils lui ont offert des fleurs. Des fleurs? Des fleurs. Ils se sont agenouillés pour lui offrir des fleurs, en lui demandant mais pourquoi vous détestez tant les hommes. Voilà. Ouais. C'est une agression terrifiante. Quand on lit Mélenchon, on a l'impression qu'il y a eu un commando armé, quoi. Terrifiant. Mais c'est là qu'on voit d'ailleurs la perte du sens des mots. À partir du moment où vous utilisez l'extrême droite, vous pouvez utiliser le mot violence, le mot agression pour des fleurs. Oui, c'est un petit happening gentil. C'est un petit happening, un gentil happening, oui. Ouais, il n'y a pas de mal. Bon. Mais bon, voilà, elle a été agressée par un bouquet de fleurs. Changement de sujet sans transition aucune, Jean-Yves. Le Covid-19, qui est toujours dans l'actualité un petit peu malgré tout, avec cet article du Monde, le lourd coût humain d'un 3e confinement tardif en France. Un article qui a été repris par Edoui Plenel et Mediapart. Hein. La décision de repousser le 3e confinement à début avril plutôt que début février a engendré un coût humain de plus de 14 000 morts selon les premières estimations. Donc effectivement, Le Monde qui arrive à 14 600 décès, c'est assez précis, qui aurait pu être évité. Pour cela, on voit un graphique avec 2 courbes. La courbe jaune à droite, qui est donc la situation qui a eu lieu, avec le nombre de morts par jour, et la courbe bleue à gauche, qui aurait été, selon Le Monde, le scénario de réaction en cas de confinement plus précoce. Donc ils ont avancé la courbe. Voilà, c'est purement... c'est de l'imagination à l'état pur. Honnêtement, il y a au moins quelque chose qui conduit à penser que tout ça est au minimum farfelu. C'est quand on compare la situation dans les États américains, selon qu'il y ait des politiques de confinement ou de non-confinement, même en Europe, les courbes, et même en Europe, les courbes suivent leur vie, les courbes. C'est ça qui est très étonnant. Ouais, c'est bizarre, ça. L'épidémie, elle suit sa vie en fonction de sa dynamique, en fonction de la météo aussi. Il est, à mon avis, absolument pas établi qu'il y ait des conséquences significatives des différentes mesures de confinement ou de couvre-feu qui ont été prises. En restant très prudent malgré tout, je vous rappelle que sur YouTube, on doit être dans la nuance absolue sur ces questions-là si on ne veut pas se faire censurer, Jean-Yves. Mais oui, effectivement, on peut se poser des questions. Déjà, rien que vous avez cité la météo, évidemment qu'une partie, sans doute, de la baisse, ça fait aussi qu'on arrivait dans l'été. Donc, oui, c'est... Enfin, bon. En tout cas, si c'est un sujet sur lequel il faut être
très prudent, affirmer on aurait économisé, évité 14 000 morts. C'est totalement indémontré. Oui. Indémontré. Et surtout, au-delà des biais méthodologiques immenses, qui ont d'ailleurs été soulignés par des spécialistes, mais on ne compte pas les externalités là-dedans. On dit qu'il y aurait eu 14 000 morts de plus du Covid. OK, mais par contre, les morts dues à des diagnostics retardés, à des opérations retardées, le trouble de l'apprentissage des enfants, etc., on le quantifie comment par rapport à ces 14 000 morts? Enfin, c'est quand même compliqué de... Mais le Monde est sûr de lui, hein. Les mecs sont... C'est le Monde. Ah oui, bon bah... Ils affirment, il n'y a pas de doute, Mediapart et Louis Plénard en mènent une couche, voilà, bon. Toujours sur le Covid, Jean-Yves, je vous propose d'écouter le docteur Gérald Kierzek. Certains l'ont payé cher. Regardez, Perron, il a pris des positions, il a été sorti de manière odieuse par l'assistance publique. Hôpitaux de Paris, on lui a enlevé sa chefferie de service, mais ça reste un grand médecin. Jean-François Toussaint, qui a pris des positions, qui aujourd'hui, juin 2021, il avait raison quand il disait ça. En octobre, on a écouté, on a une épidémie saisonnière, etc. Il a été sorti par les médias. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un mea culpa à faire médical, mais journalistique. Est-ce que vous avez invité les bons? Est-ce que ces gens étaient conflictés ou pas conflictés? Est-ce qu'ils étaient aux manettes réellement avec les malades ou pas? Est-ce qu'ils n'ont pas participé à la paupérisation du système? Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait reprendre un peu. Pour un expert, là, alors là, il va perdre son expertise, là, s'il dit les choses, parce que c'est un expert, hein, auprès de TF1, je crois. Ouais. Enfin, en même temps qu'il est urgentiste. Enfin, il a beaucoup... travailler comme expert de plateau. Là, il parle, en fait, il y a eu quand même une épuration de ceux qui pensaient un peu différemment. Or, on ne peut accéder à la vérité, ou l'approcher, accéder à la vérité, c'est beaucoup dire, approcher que par la confrontation de points de vue. Et là, on a quand même tapé très fort, notamment avec le professeur Perron, qui a été... viré de son poste. Ouais, c'est vrai que mais c'est pas mal d'entendre... Alors honnêtement, je ne sais pas s'il avait raison ou tort, mais il était important qu'il puisse s'exprimer. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, ça vient d'un médecin du groupe TF1 qui intervient au JT de 20h de TF1, sur LCI régulièrement, et qui dit les choses très calmement, mais parce que c'est la vérité. Hein. Il y a beaucoup d'experts qui auraient dû... La vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est vrai. Bon, on va voir ce qui lui arrivera. Changement de sujet, Jean-Yves, avec Mimi Marchand, on en avait parlé la semaine dernière, hein, qui était au centre d'une enquête judiciaire sur fond un petit peu de rétractation de témoins dans l'affaire Sarkozy-Takieddine. Elle était placée sous contrôle judiciaire. Elle a été incarcérée après avoir violé ce contrôle judiciaire, Jean-Yves. Oui, là, ça rigole pas. Là. Alors, Mimi Marchand est un personnage extrêmement important. Ouais. Puisque c'est elle qui a fabriqué l'image du couple Macron en 2017, avec son agence Best Image, et les couvertures successives de Paris Match sur le couple Macron. Elle a joué un rôle tout à fait essentiel. Et là, apparemment, elle était dans les méandres d'une affaire compliquée dans laquelle l'ancien président de la République, Sarkozy, est en cause, dans lequel ça a l'air d'intéresser Macron aussi. Enfin, c'est une affaire ténébreuse, on va dire. Ouais, en tout cas, elle était incarcérée. Et puis, pour finir cette revue de presse avec un peu d'humour, quand même, Jean-Yves, on va s'intéresser à Facebook, qui promet une modération plus adaptée en matière de satire. L'affaire est partie d'un mème, une image amusante qui évoquait le génocide arménien. Facebook a supprimé ce message humoristique au motif qu'il était cruel et insensible. On parle même d'un discours incitant à la haine. Finalement, donc l'instance d'appel de Facebook, dont on a déjà parlé dans un précédent immédiat, le conseil de surveillance a réclamé la republication de ce même humoristique sur Facebook. Facebook a donc déclaré « Nous allons ajouter des informations à nos normes communautaires pour expliciter ce que nous considérons comme une satire. » Bon courage, hein, bon courage. Parce que l'humour, c'est souvent le deuxième degré. Ouais. Voilà. Et donc, comment les algorithmes vont fonctionner, comment les modérateurs vont apprécier le second degré, bon courage. Bon courage. En tout cas, ils sont quand même dans une logique de censure de plus en plus folle, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils veulent fixer, en fait, les limites de l'humour, quoi. Absolument, oui. Il faudra sans doute, et il faudra qu'ils mettent un poste délégué à la validation des blagues. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Enfin bon, on n'a pas fini d'entendre parler de Facebook et de l'humour, a priori.
Passons au deuxième sujet. Europe 1, une radio peut-elle être de droite ? La radio Europe 1 est dans la tourmente en marge d'un rapprochement avec CNews. Les journalistes sont vent debout contre ce rapprochement. On a eu même une tribune dans le média Le Monde il y a quelques jours. À Europe 1, nous refusons de devenir un média d'opinion. Une tribune de plusieurs journalistes d'Europe 1 qui évoque la multiplication des fake news et un repli identitaire comme contexte général à tout ça. Les médias, dans ce contexte, ont la responsabilité de faire dialoguer les uns et les autres dans le respect du pluralisme, une mission qu'a toujours su faire vivre Europe 1 depuis sa création. Or, aujourd'hui, Europe 1 amorce un virage qui s'éloigne de cette histoire. La station semble s'arrimer un peu plus à l'antenne de CNews, un projet qui est enclenché, selon les journalistes, qui évoque des exemples récents d'autres grands pays, comme les États-Unis, qui montrent combien les médias d'opinion contribuent à fracturer les sociétés. Europe 1 va perdre ce qui lui reste de plus précieux, son capital de crédibilité, en parlant là encore d'une radio qui plaçait le pluralisme au cœur de sa ligne éditoriale et des journalistes qui refusent de devenir un média d'opinion, Jean-Yves. Alors ça, dire qu'ils plaçaient le pluralisme au cœur de leur ligne éditoriale, c'est faux. Et on l'a montré la semaine dernière avec un tableau établi par Libération qui montrait qu'en ce qui concerne les invités politiques, les invités de droite et, je cite, d'extrême droite, représentaient de l'ordre de 30%, alors qu'ils représentent dans l'opinion de l'ordre de 50% selon les élections. Donc déjà, ils étaient en faute par rapport aux invités. Et cela sans parler des journalistes qui sont très majoritairement de gauche ou d'extrême gauche et dont très peu sont de droite ou d'extrême droite. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que quand il y a 6 mois ou 1 an, on avait nommé un journaliste venu de Valeurs Actuelles, Louis de Ragnel, ça avait fait un scandale. Ouais. La rédaction avait refusé qu'il soit chef du service politique, il vient d'y être nommé aujourd'hui. Mais donc, quand il parle de la diversité, c'est évidemment faux. Et d'ailleurs, on a cité tout à l'heure le chiffre de 76% des Français qui pensent que les médias manquent de diversité. Et quand on parle d'opinion, en fait, il y a une différence, je reprends la formule de Michel Maffezoli, il y a une différence entre l'opinion publiée et l'opinion publique. Ouais. Et quand il parle de médias d'opinion, eh ben oui, le média d'opinion CNews, c'est un média d'opinion pluriel, parce qu'il y a les différents points de vue qui s'expriment. Alors c'est vrai qu'ils ont raison d'être inquiets quand même, parce que je pense que Bolloré va faire sur Europe 1 ce qu'il a fait à CNews, c'est qu'il va introduire de la diversité, il va introduire des journalistes de droite, et il va ramener de l'audience, parce que leur audience, elle baissait, l'audience va remonter. L'audience de CNews, c'était 80 000 avant, c'est autour d'1 million. Maintenant, pour Europe 1, ça sera pareil. Mais peut-être qu'il y a un certain nombre de journalistes qui seront appelés à voir ailleurs, parce que à partir du moment où il y a 90% de journalistes de gauche et d'extrême gauche, il y a un moment où il faut laisser la place aux autres. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il y a eu un soutien des anciens salariés qui ont publié eux aussi une tribune dans Le Monde, qui accueille vraiment toutes les tribunes contre la droite en règle générale, avec une tribune donc signée par Jean-Michel Apathy, Claude Askolovitch, Elisabeth Martichoux, Stéphane Paoli, Karim Rissouli ou encore Anne Sinclair. Parmi que du boulin, y compris des bobards d'or. Apathy, Askolovitch qui avait même eu une muselière d'or. Lui, il avait été particulièrement distingué, donc c'est du boulin. C'est pas mal. Et donc du coup, on a eu cette grève, Jean-Yves, qui a lieu encore à l'heure où nous tournons cette émission, donc le mardi 22 juin. Une grève qui est une première dans l'histoire d'Europe 1. Et Jean-Yves, les réactions à cette grève, elles ont été assez nombreuses. On a Claude Askolovitch, par exemple, qui a tweeté « Pour ceux d'entre nous qui ont vécu ou soutenu la grève de ITélé, la résistance de la rédaction d'Europe 1 est d'autant plus précieuse et émouvante que nous connaissons la brutalité impavide que leur opposeront ceux qui veulent faire place nette. » Oui, mais si vous voulez, quand on veut faire de la diversité, on est obligé d'introduire des journalistes qui ne pensent pas tous d'extrême gauche ou de gauche. Voilà, faut qu'ils se fassent à cette opinion. Oui, qu'ils acceptent tout simplement qu'il y ait d'autres opinions, même défendues à l'antenne. Il y a plein de gens dans les radios du service public qui ne sont pas forcément totalement d'extrême gauche et qui, font profil bas.
Voilà. Ça, oui. Alors on a eu aussi d'autres soutiens, et pour montrer que ça vient un peu de tout le milieu médiatique, on a Céline Kalman de RMC, Maxime Zvitek de BFM, Marc Fauvel de France Info, Thomas Negaroff encore de France Info, ou encore Jean-Yves à l'ESNJ de Radio France qui apporte son soutien européen. Bon, tout le monde est dans la fête un petit peu. Il ferait mieux de balayer devant leur porte. Ouais, parce que le pluralisme à Radio France... Mais c'est sûr que quand vous avez 90% d'un côté... quand on rétablit le pluralisme, il va falloir que le 90% se rétrécisse un peu. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut qu'ils le sachent, il faut leur dire, il faut qu'ils le comprennent. En tout cas, on suivra ça avec attention, puisque ce qui se passe à Europe 1 est très intéressant. Ça va être la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.